Je vais commencer par me présenter. Du coup, je suis un développeur initialement. Après, depuis quelques années, je me suis pas mal orienté du côté un peu plus Ops. Donc on dit un peu DevOps. Bon. Je fais pas mal de Go, le langage Go, Docker, comme pas mal de gens, sous Linux. Il y a quelques années, je disais chocolatine, parce que j'étais ici, à Toulouse. J'ai passé quelques années à Toulouse, et bon, aujourd'hui je suis à Lyon. Et du coup, je suis le dirigeant de la société Containous, qui est donc derrière le logiciel Trafic. Et donc, je suis le créateur et un des mainteneurs du logiciel Trafic. Donc, pour commencer, je voudrais juste répondre à la question pourquoi créer un nouveau reverse proxy. Il y en a déjà plusieurs sur le marché qui sont très bien installés, comme HAProxy par exemple, qui a été aussi créé par un Français, comme Nginx, qui est à la base un serveur web et avec lequel beaucoup d'entreprises font du reverse proxy. En fait, j'en suis venu à ça quand j'ai commencé à jouer avec les microservices. Donc les microservices, juste pour faire très rapidement, je pense que vous avez déjà entendu pas mal parler de ça, mais ça consiste à splitter nos grosses applications monolithiques en plein de petits microservices qui communiquent les uns avec les autres en utilisant des API, en général du REST. Et pourquoi on fait ça? C'est pas juste pour le plaisir de tout casser. On fait ça parce que ça nous permet d'avoir des applications qui sont faiblement couplées, et du coup, quand on veut mettre à jour une sous-partie de l'application, c'est beaucoup plus simple si elles sont faiblement couplées. Quand on veut, par exemple, mettre à jour une partie d'une application qui est monolithique, on est en général obligé de tout redéployer et éventuellement d'avoir un downtime. C'est plus robuste au changement, les architectures basées sur les microservices. Parce qu'en général, on n'a pas toute l'architecture qui tombe d'un coup, sinon c'est vraiment pas de bol. On a potentiellement des sous-parties du système qui tombent seulement, donc on n'est pas forcément, on n'a pas tout le système qui tombe, donc c'est plus robuste. Ça supporte beaucoup plus simplement le polyglottisme, le fait d'avoir plusieurs langages qui cohabitent au sein du même système. Aujourd'hui, grâce à Docker et en déployant des microservices conteneurisés, il n'y a aucun problème à avoir un microservice en Java, un microservice en JS, un microservice en Go. Ça ne change rien. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc le polyglottisme, ça permet de ne pas avoir que des développeurs qui font du Java ou que des développeurs qui font du JS. C'est intéressant de pouvoir avoir un peu de tout. Et donc pour revenir à la question de départ, pourquoi créer un nouveau type de reverse proxy? Parce que ces infrastructures basées sur des microservices sont par définition dynamiques. C'est-à-dire que l'idée de déployer des services va rendre l'infrastructure changeante beaucoup plus souvent que quand on déployait nos applications de manière monolithique. On va pouvoir et on va vouloir updater beaucoup plus souvent notre production. Du coup, ça pose un problème parce que si on veut ajouter un reverse proxy devant cette infrastructure, donc pour router toutes les requêtes entrantes vers cette infrastructure, on va utiliser un reverse proxy classique. Le fonctionnement est super simple. En général, on va vouloir router les requêtes, par exemple, en fonction de règles basiques comme des sous-domaines. Donc on veut par exemple que toutes les requêtes qui vont sur api.domaine.com, le reverse proxy les emmène vers le service API, et ainsi de suite, en utilisant plusieurs types de règles. Donc ça, c'est le rôle du reverse proxy. Un des rôles du reverse proxy, parce qu'il s'occupe aussi d'autres choses. Et donc, à droite, on a notre infra, qui est déployé aujourd'hui, si c'est une infra de type microservice, qui va être déployée en général grâce à un orchestrateur. L'orchestrateur, c'est ce qui sert à gérer tous nos microservices au runtime. Donc, par exemple, si on a un microservice qui tombe en rade, c'est l'orchestrateur qui va avoir pour charge de le redémarrer. C'est l'orchestrateur qui va avoir pour charge de scaler, par exemple, un microservice si on a un plus gros besoin de bande passante sur ce microservice, etc., etc. Donc, à droite, on a notre orchestrateur qui gère notre infra, donc par exemple Swarm, Mesos, Kubernetes, et notre reverse proxy et nos requêtes entrantes. Et donc,
un reverse proxy classique, ça se configure grâce à un fichier de conf, donc que ce soit Nginx, HAProxy. Et on a un gros problème avec ça, du coup, c'est que si jamais on veut déployer un nouveau microservice, ou ne serait-ce que updater un microservice, il va falloir générer un nouveau fichier de conf pour remettre à jour les routes du reverse proxy. Donc déjà, ça fait toute une mécanique à mettre en place. Il faut avoir un logiciel qui écoute ce qui se passe sur le cluster. Ce logiciel doit générer un fichier de conf correct pour le reverse proxy. Et ensuite, il faut redémarrer potentiellement le reverse proxy. Et si on ne veut pas avoir de downtime entre les deux, donc pas perdre les connexions qui étaient existantes, là, ça devient encore plus compliqué. Bon, vous voyez ce que je veux dire, ça devient hyper compliqué. Et je me suis arraché les cheveux sur ce problème parce que je travaillais sur Mesos. J'avais besoin de déployer des centaines de microservices sur Mesos avec Docker. J'utilisais HAProxy à l'époque et je me suis vraiment arraché les cheveux. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit ça serait quand même vachement bien si on avait un reverse proxy qui s'occupe de tout ça et qu'on n'ait pas besoin de gérer ça nous-mêmes. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer Traefik. Et l'idée, c'est tout bête, c'est que pour éviter toute la mécanique de génération des fichiers de conf, HO, etc., le reverse proxy, il va être capable de se brancher à l'API de l'orchestrateur directement. Donc tous les orchestrateurs exposent une API REST. Et du coup, Traefik va être au courant en temps réel de tout ce qui se passe sur l'orchestrateur. Donc il va recevoir en temps réel tous les événements de création de microservices, de scaling, de tous les événements, et du coup va être capable de générer sa propre configuration à chaud, sans aucune intervention humaine, sans rien d'autre. Donc ça va être un élément complètement indépendant. Et donc l'autre truc cool, c'est qu'on n'a pas besoin de le redémarrer non plus, parce qu'il remet sa conf à chaud, tout seul. Donc ça, c'est l'idée de base que j'ai eue derrière Traefik. Donc aujourd'hui, ça a pas mal avancé, mais je vais vous donner quelques features de base quand même. Donc c'est écrit en Go, donc le langage créé par Google, qui a pas mal d'avantages aujourd'hui. Il n'a pas que des avantages, hein, mais il en a pas mal quand même, au point que la majorité des softs d'infrastructure aujourd'hui sont écrits en Go. Donc vous avez Docker, vous avez TCD, vous avez Consul, vous avez Kubernetes, donc que des petits projets. Et donc un des avantages, mais parmi tant d'autres, c'est que bon, c'est quand même un langage pas aussi bas niveau que du C, mais relativement bas niveau, on va dire, mais qui est quand même garbage collecté. Et ça permet de déployer les binaires qu'on génère hyper simplement parce que c'est des binaires linkés statiquement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre binaire, vous avez toutes vos dépendances qui sont mises dans le binaire. Donc quand vous voulez juste déployer une application Go sur un serveur, vous prenez le binaire, vous le posez, terminé. Vous n'avez pas besoin de préinstaller une machine virtuelle quelconque, un runtime ou je ne sais pas quoi. Vous prenez le binaire, point barre. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez générer des binaires pour n'importe quelle architecture depuis votre PC. Vous pouvez générer un binaire pour Mac, depuis votre PC Linux, pour Windows, pour ARM, peu importe. Donc ça, c'est quand même des avantages de Go qui sont super intéressants. Traefik de base, il est capable de se connecter à plusieurs types de back-end de configuration, donc soit des orchestrateurs, soit des services discovery par exemple. Donc vous avez Docker, vous avez Swarm qui de toute manière expose quasiment la même API. Swarm et Swarm Mode, les deux sont supportés. Donc l'ancien Swarm et le nouveau Swarm. Vous avez Kubernetes, vous avez Mesos, Marathon, Rancher, Consul, etcd, et il y en a beaucoup d'autres. Donc là, c'est pour juste parler des principaux. Donc il supporte le hot reloading, donc ça veut dire que vous n'allez pas avoir besoin de redémarrer le process de Traefik pour lui faire recharger sa configuration, et ça c'est vachement important. Pourquoi? Parce que dans Docker, ça a été fait pour manager un process, un PID. Et si jamais vous restartez votre process pour lui changer sa configuration, ce process va changer forcément de PID, et du coup, le runtime Docker va plus être capable de retrouver ces petits. Donc vous allez devoir avoir
quand on a ça, on est obligé de mettre en place un wrapper autour de notre binaire pour qu'il soit capable de garder le même PID à la vue de Docker. Donc ça, on n'en a pas besoin avec Traefik. On a juste besoin d'un binaire dans l'image et ce binaire est toujours démarré, il ne restart jamais. Donc ça, c'est intéressant. Ça supporte le load balancing, plusieurs types de stratégies de load balancing, du weighted round robin, du dynamic round robin. Donc weighted round robin, c'est classique, hein, vous mettez des poids sur vos serveurs et en fonction du poids, ça envoie plus ou moins de requêtes au serveur. Le dynamic round robin, c'est un peu plus sympa. En fonction du taux d'erreur réseau que Traefik rencontre sur un serveur, il va adapter les poids pour envoyer plus ou moins de requêtes. Donc ça veut dire qu'il va envoyer moins de requêtes au serveur qui renvoie plus d'erreurs, tout simplement. Donc ça, c'est assez sympa et ça permet d'adapter le flux dynamiquement sans avoir rien à faire, quoi. Il supporte aussi les circuit breakers, donc ça c'est assez intéressant dans les architectures microservices. Quand on peut imaginer qu'à un moment donné, on a un service qui est pas en bonne santé, donc ça veut dire par exemple qu'il a son CPU qui est à 100% pour X raisons. Et donc si on continue d'envoyer un flot de requêtes entrant à ce service-là, on peut imaginer que ça finisse par le tuer, quoi. Enfin, ça finisse par le mettre par terre. Et pour éviter ça, il y a un mécanisme qui s'appelle le circuit breaker. Donc dès que Traefik voit qu'il y a trop de fautes, de requêtes qui tombent en erreur sur un serveur, il peut carrément couper le circuit pendant un certain temps, donc renvoyer directement des erreurs aux clients. Ça évite de surcharger le serveur le temps qu'il se remette en bonne santé, et Traefik va réessayer quelques temps plus tard pour voir s'il est de nouveau up, et si c'est bon, il rouvre les vannes, sinon il laisse les vannes fermées. Donc ça permet vraiment de ne pas surcharger un serveur qui est déjà mal en point. Il supporte nativement aussi les WebSockets et HTTP2, donc il est vraiment assez facile à mettre en place, du coup, parce qu'avec n'importe quel type de techno, ça devrait fonctionner directement. Et donc le HTTP2, ça apporte pas mal d'intérêt, notamment au niveau des perfs. Donc je vais vous faire une petite démo, deux démos assez courtes. La première avec Docker, donc comment connecter Traefik à Docker et voir comment ça fonctionne. Donc ça, c'est tout simple. Et ensuite, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne avec Kubernetes cette fois. Alors avec Docker, donc Traefik, on le configure assez simplement avec un fichier toml. Donc le fichier toml, il est juste là pour dire je veux que Traefik se connecte à Docker en utilisant telle adresse IP, etc., etc. Bon, je ne rentre pas dans les détails parce que ça, c'est pas forcément intéressant. Là, je vous montre juste que j'active Docker. Donc, je ne sais pas si vous voyez trop. Ouais. C'est pas capital de toute façon. Je vous montre juste que j'active Docker. Donc, et je vais démarrer Traefik. Voilà. Et donc, j'en ai pas parlé, mais Traefik expose. Alors, c'est pareil, vous voyez pas, c'est pas génial. Traefik expose une interface web assez minimaliste, hein, dans laquelle on va voir, là on voit rien pour l'instant parce qu'il n'y a rien de déployé sur mon démon Docker, mais dans laquelle on va voir toutes les règles qui ont été créées dans Traefik et l'état de santé aussi de Traefik, je vous montrerai après. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais déployer, je vais mettre là, est-ce que vous ne voyez pas? D'accord. Ouais, je vais agrandir comme ça, c'est pas génial. Ok. Bon, on va faire comme ça. Donc je vais déployer un petit serveur web. C'est vraiment un serveur web tout bête qui est basé sur une image que j'ai fait, qui est basé sur un serveur en Go. Donc ce serveur web, c'est vraiment tout bête. Il va juste faire un print des headers de la requête entrante et de son adresse IP. Donc voilà, en gros, ça sert à connaître l'adresse IP du conteneur dans lequel est démarré ce serveur web. Et donc ce qui nous intéresse, c'est que
ce conteneur, on va le démarrer avec un label particulier qui est traffic.frontend.rule égale host de .test.localhost. Et en fait, ça veut dire, ça sert à quoi? Ça sert à dire à Trafic, si tu reçois une requête avec sur le nom de domaine test.localhost, tu me routes cette requête vers ce conteneur. Voilà, tout simplement. Donc on va tester. Je vais déployer ce conteneur. On voit qu'automatiquement, il apparaît dans la web UI de Trafic. Et on voit que c'est avec la bonne règle. Donc test.localhost va nous router sur ce serveur-là, donc sur 172.17.0.2. Et donc on va tester. On va faire un curl de test.localhost sur le port sur lequel écoute Trafic. Donc là, c'est le 8001. Et on voit qu'on tombe bien sur notre serveur. Donc notre serveur, il nous renvoie simplement je suis démarré sur le conteneur a pour adresse IP 172.17.0.2 et voici les headers de la requête que tu viens de m'envoyer. Bon voilà, c'est tout bête. Un truc un peu plus sympa, on va déployer un deuxième serveur et on voit qu'il apparaît à droite, donc dans la liste des serveurs, mais il a la même règle. Et donc qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va donner? Si je refais un curl, on voit que le premier curl tombe sur l'adresse 172.17.0.2, là 172.17.0.3, 0.2, 0.3, 0.2, 0.3. On voit en gros que ça fait du load balancing entre les deux serveurs, tout simplement et complètement automatiquement. Et donc je peux en déployer autant que je veux. Ils vont apparaître au fur et à mesure dans la liste des serveurs ici, et je pourrais faire super simplement du load balancing entre quelques serveurs comme ça, quoi. Donc voilà, ça c'est avec Docker. Vous voyez que c'est assez basique, et on peut déployer juste avec quelques conteneurs, on peut faire du load balancing super simplement. Maintenant, ça n'a pas vraiment d'intérêt en prod. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la prod. Donc en prod, on va utiliser un orchestrateur pour déployer nos microservices. Donc là, je vais vous montrer comment on le met en place Trafic au sein de Kubernetes. Donc Kubernetes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un orchestrateur qui est assez complexe, qui est fait par Google, et c'est certainement l'orchestrateur qui a de très loin le plus de vent en poupe en ce moment. Ce qui est intéressant, en gros, c'est que c'est celui qui a le plus de développeurs. C'est vraiment celui qui avance le plus vite en ce moment. Donc il y a même encore plus de committers que sur Docker maintenant. Enfin, c'est un truc de fou. Donc c'est un projet qui avance très vite. Et bon, il est du coup aussi assez complexe. C'est pas le plus simple, mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant dans Kubernetes, c'est qu'ils ont carrément modélisé, fait une spec, en gros, des règles qu'on peut créer au sein du cluster, à destination du reverse proxy. Donc ça veut dire que toutes nos règles de redirection, on va les mettre dans un fichier qui s'appelle un ingress, et on va le donner à manger à Kubernetes, et boum, toutes nos redirections vont être faites par le reverse proxy. Donc en fait, Trafic au sein de Kubernetes, c'est ce qu'on appelle un ingress controller. Donc en gros, c'est juste un composant qui écoute les ressources ingress de Kubernetes et qui met à jour sa configuration en fonction des règles ingress qu'on a injectées dans Kubernetes. Donc je vais commencer par déployer un cluster Kubernetes. Donc pour ça, j'utilise un fichier Docker Compose assez basique qui va me déployer en local un cluster Kubernetes. Et donc, on va attendre que la web UI de Trafic de Kubernetes soit démarrée. Voilà, c'est le cas. Donc là, on tombe sur la web UI de Kubernetes. Et ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va déployer des applications, donc des microservices, sur Kubernetes. Donc, pour ça, je ne rentre pas dans les détails, parce que ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais pour ça, je vais utiliser des fichiers YAML qui contiennent un descriptif des applications que je veux déployer. Donc, on va quand même aller voir celui-là parce qu'il est assez basique. Donc, on va déployer des images Docker, toutes bêtes. Donc voilà,
ça c'est le fichier YAML que je vais déployer dans lequel je décris plusieurs applications que je vais déployer sur Kubernetes. Et donc ces applications, ça référence une image Docker, et après ça donne quelques options de style voici le CPU max et la memory max, enfin les limites max que je veux allouer à cette application, etc., etc. Je ne rentre pas dans les détails, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, je déploie 3 applications, donc Stilton, Cheddar et Wensleydale. Donc, pour information, c'est des fromages anglais. Enfin, je vous expliquerai après pourquoi. Je vais également déployer des services associés à ces applications. Donc, au sein de Kubernetes, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ça non plus, mais une application, on peut communiquer avec cette application si on déclare un service associé à cette application. Voilà. Donc là, je déclare des services associés à cette application. Et enfin, je vais déployer un ingress. Donc alors avant, je vais peut-être démarrer Trafic quand même sur Kubernetes. Donc là, je désactive la configuration Docker et j'active la configuration Kubernetes dans Trafic. Et je redémarre Trafic tout bêtement. Voilà. Bon. Et dernière étape, du coup, je vais déployer des ingress. Du coup, je vous montre très rapidement à quoi ressemble un fichier ingress. C'est vraiment hyper simple. Donc un fichier ingress, ça définit des règles de routage. Donc par exemple, première règle, si tu tombes sur le sous-domaine stilton.localhost avec le pass /, tu m'envoies vers le service Stilton sur le port HTTP. Et ainsi de suite. Donc là, on définit 3 règles de routage. C'est vraiment ultra basique. Et donc, si on déploie ça, ce qui est censé se passer, c'est que Trafic détecte automatiquement ces règles ingress et met en place une configuration avec laquelle il va router chaque règle vers le bon service Kubernetes. Donc là, on voit que si je vais sur cheddar.localhost, sur le port de Trafic, donc le 8001, je tombe sur du Cheddar. C'est pas mal. Donc pareil avec Stilton. Et pareil avec Wensleydale. Voilà, donc ça marche. On voit bien que Trafic met en place une conf en fonction des règles ingress qui ont été injectées dans Kubernetes. Donc ça peut servir de routeur pour Kubernetes sans problème. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer hyper rapidement ce qu'on peut faire, comment on peut mettre en place Trafic au sein d'un cluster, l'intérêt que ça avait. On voit bien que c'est complètement dynamique, qu'il n'y a pas de perte, enfin je veux dire qu'on n'a pas besoin de redémarrer Trafic, c'est complètement à chaud. Donc on voit bien que c'est intéressant et qu'on n'a pas besoin de régénérer un fichier de configuration, etc., etc. Toute la configuration est complètement déportée et ça c'est intéressant. Ok, du coup, on voit que ça marche relativement simplement. Après, on peut se poser une question, on peut se poser la question toute bête de « Ok, j'ai déployé tous mes microservices en prod, mais comment je fais pour gérer les certificats SSL de tous ces services ?» Ça peut être compliqué quand même. Si je veux ajouter des microservices régulièrement, comment je fais pour gérer une centaine de certificats SSL, comment je fais pour les révoquer automatiquement, les renewer, etc. etc. Bon. Et c'est là qu'entre en scène quelque chose d'intéressant qui s'appelle Let's Encrypt. Donc Let's Encrypt, c'est une autorité de certification qui est assez récente. Je pense que vous en avez peut-être entendu parler si vous avez été à un autre talk ce matin qui parlait de Let's Encrypt. Donc Let's Encrypt, pour faire court, c'est une autorité de certification qui permet d'émettre des certificats SSL gratuits. Donc ça, c'est cool. Pour un nom de domaine pour l'instant. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'on peut générer ces certificats de manière automatisée. Et ça, c'est vraiment génial. Ça veut dire que si on est capable de prouver automatiquement qu'on possède tel nom de domaine, on est capable de générer un certificat SSL valide pour ce nom de domaine. C'est ce que permet de faire Let's Encrypt. Et du coup, comme vous l'avez compris, Trafic est capable de s'interfacer avec Let's Encrypt et donc
de générer automatiquement tous vos certificats SSL et donc de servir toutes vos requêtes de manière sécurisée grâce à ça. Donc ça, c'est quand même un petit plus assez appréciable parce que ça permet déjà d'avoir des certificats SSL gratuits et de même plus s'occuper de la gestion des certificats parce que Traefik les renew automatiquement sans que vous ayez rien à faire, quoi. Un autre truc intéressant avec Traefik, c'est qu'il a une image officielle Docker, donc vous avez juste à faire Docker pull Traefik, ça c'est assez simple. Et un des intérêts, notamment, c'est que les images officielles, elles sont... Enfin, il y a des scripts de sécurité qui passent régulièrement pour détecter les failles, etc. Le process pour les reviews sont faits par Docker aussi, donc c'est assez carré et c'est quand même plus safe de distribuer un logiciel sous forme d'une image officielle, quoi. Donc là maintenant je vais vous parler un petit peu des features qui ont été mises dans quelques versions récentes de Traefik. Donc la version 1.1 qui est sortie il y a quand même pas mal de temps maintenant. Donc chaque version a un nom de fromage français. Bon, c'est pour ça que vous avez vu les démos tout à l'heure avec des noms de fromage anglais. En fait, c'est un des mainteneurs qui est anglais et qui a voulu introduire des noms de fromage anglais dans les exemples. Donc voilà, Traefik Camembert, il y a des choses qui sont assez intéressantes qui ont été introduites. Le mode cluster, donc ça permet de déployer un cluster de Traefik et qui se repose en fait sur un cluster etcd ou Consul pour stocker toute sa configuration. Et donc ça permet de scaler des instances de Traefik. Donc ça, j'en parle pas plus en détail parce que c'est quand même assez complexe à décrire. Mais bon, en tout cas, on peut le faire grâce à Consul et etcd. Swarm Mode, donc ça supporte, maintenant Traefik supporte Swarm Mode en plus de Swarm. Ça a ajouté le driver générique Mesos en plus de Marathon. Ça a ajouté l'authentification basique et aussi les affinités de session. Bon, ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément recommandé de mettre en place dans une architecture microservice, les affinités de session, parce que c'est pas facilement gérable, c'est pas scalable. Voilà. Mais ça a été ajouté quand même pour des applications un peu plus legacy et garder une compatibilité avec ces applications. Traefik V1.2, Morbier. Donc là, on a ajouté le support de Rancher, Eureka. Eureka, donc Rancher, c'est un autre orchestrateur qui est fait par une startup américaine qui est assez sympa. Et du coup, ils viennent d'annoncer la semaine dernière qu'ils passaient que leur scheduler interne, il passait sur Kubernetes justement. Donc c'est pour dire que Kubernetes vraiment est en train de prendre complètement toutes les parts de marché. Eureka, c'est assez sympa, ça fait partie de la stack Netflix OSS. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais Netflix, ils déploient leur microservice. Ils ont mis en place une stack qui est assez complexe à base d'Eureka, de Zool, qui permettent de scaler leur application de manière assez incroyable. Et donc là, ça supporte Eureka, qui est un service discovery, en gros, de la stack Netflix OSS. Ça supporte également maintenant l'export de métriques vers Prometheus. Donc ça, c'est quelque chose qui était pas mal demandé. Donc c'est vachement pratique parce que nativement, on peut déployer Prometheus et Traefik exportera ces métriques dedans, tout simplement. Donc ça, c'est assez sympa. Ça permet d'avoir des dashboards et d'avoir de l'alerting sur Traefik. Donc ça supporte des health checks également. Donc ça, c'est assez sympa. Et aussi, on a introduit Traefik Bug. Donc Traefik Bug, c'est... je vais vous montrer, vous faire une petite démo parce que c'est assez appréciable. Donc on a développé ce petit utilitaire. En fait, si vous trouvez un bug sur Traefik, vous avez juste à taper Traefik Bug. Voilà. Et ça va vous ouvrir... Alors j'espère que ça va marcher. Voilà. Ça va vous ouvrir un lien sur GitHub. En fait, ça vous pré-remplit votre issue directement. Avec votre environnement, donc j'ai Traefik telle version qui a été compilée à tel moment, je suis sous Linux, etc., etc. Et ça envoie une version anonymisée de votre configuration. Donc nous, ça nous permet de tout de suite savoir sur quoi vous avez déployé votre Traefik et de ne pas chercher 3 heures sur quelle plateforme vous êtes, quoi. Donc voilà, c'est tout bête, mais ça permet d'avoir des issues un peu plus propres.
Alors, Trafic V1.3, c'est raclette. Tous les logos ont été faits par un Toulousain d'ailleurs, un ami toulousain qui s'appelle Pierre, qui est très bon. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté l'authentification basique par front-end. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Le support de DynamoDB chez Amazon et l'ajout de dashboard filter. Trafic V1.4, là on est en train de la finaliser, elle est en release candidate en ce moment et on pense sortir la finale à la fin du mois ou début octobre. Ce sera Trafic Roquefort. Et là c'est une très grosse release, c'est sûrement la plus grosse. Donc là on ajoute le support de gRPC, on ajoute le support de l'authentification, enfin du forward de l'authentification. Donc dans Trafic, on ne supporte pas plus que Basic Auth et Digest Auth comme mécanisme d'authentification. On ne veut pas qu'il y ait des mécanismes plus complexes parce que l'authentification, c'est un vaste sujet. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est un module qui permet de forwarder les requêtes vers un serveur externe d'authentification. Donc ça permet juste de déléguer ailleurs l'authentification. Donc c'est ce qu'on a mis en place dans cette version. On supporte du SSL redirect, donc ça c'est assez intéressant. On permet aussi, comme le Auth Forward, d'ajouter des custom error pages. Alors ça c'est pareil, c'était vachement demandé. Nous on voulait pas faire, comme on n'est pas un web server, on voulait pas permettre d'ajouter des pages statiques d'error page. Donc c'est pareil, sur le même format, on permet d'avoir un serveur, de déléguer le rendu des error pages à un serveur externe. Voilà, tout simplement. On supporte des custom headers. En plus de Prometheus, on supporte l'export des métriques vers Datadog, vers StatD. Un truc qui était vachement demandé, c'est le proxy protocol. Donc là, ça vous permet de mettre Trafic derrière, par exemple, un Amazon ELB et automatiquement de retrouver ses petits et de savoir que Trafic est derrière un reverse proxy. Enfin, c'est un protocole spécifique qui permet de mettre les reverse proxy les uns derrière les autres. Donc c'est très utile. Ça supporte le HSTS, entre autres. Donc le HSTS, c'est une option qui permet de forcer un site à être à être servi en HTTPS. Et enfin, on a fait une nouvelle documentation. On a complètement revu la doc en espérant que ce soit plus simple et lisible pour les gens, puisque ça nous était demandé quand même au bout d'un moment. Donc voilà, ça c'est pour la 1.4. C'est quand même une release bien costaud, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas chômé. Mais bon, ça c'est la partie visible de l'iceberg. Le changelog est vraiment beaucoup plus complet, quoi. Donc quelques stats sur le projet. Aujourd'hui, depuis le début de semaine, on a atteint les 10 000 stars sur GitHub. Donc c'est quand même assez impressionnant. Le projet l'image Docker a été téléchargée plus de 18 millions de fois, quasiment 19 millions. On a hébergé en 900 pull requests. Il y a quasiment plus de 180, quasiment 200 contributeurs sur le projet. Donc bon, voilà, ça commence à devenir vraiment important, quoi. Et ça, on a fêté la semaine dernière les 2 ans du projet, donc ça fait 2 ans que c'est sur GitHub. Donc voilà, en 2 ans, c'est devenu ça. Depuis le début de l'année, alors il n'y a pas l'image, mais bon. Depuis le début de l'année 2017, j'ai fait une levée de fonds d'1 million d'euros. Donc c'est quand même pas mal parce que ça m'a permis d'embaucher toute une équipe de développeurs. Donc moi je suis à Lyon aujourd'hui, mais il y a une personne qui est à Toulouse, qui bosse en remote, il y a d'autres développeurs qui sont à Lyon, et du coup on cherche d'autres développeurs. Donc si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à toquer à la porte, parce qu'on embauche. Et donc j'ai mis quelques stickers si ça vous intéresse. Donc, on ne voit pas l'image, mais elle va peut-être arriver parce que la presse est en ligne, donc le Wi-Fi n'est pas terrible. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver quelques URL l'URL du projet, les liens vers les comptes Twitter appropriés et aussi l'URL de la presse si vous voulez l'enregistrer.
Merci beaucoup, je ne sais pas si vous avez des questions.